Sugawara Michizane. Comme le dit si bien Tengen, cette illustre figure de l'ère Heian est en réalité l'ancêtre du clan Gojo, ainsi que des Okutsu. De ce fait, Satoru ainsi que Yuta en sont ses descendants. Mais connaissez-vous vraiment l'histoire de cette personnalité, ainsi que de sa légende en partant de son origine jusqu'à son errance en tant qu'esprit vengeur? Connaissez-vous aussi les deux autres illustres ancêtres des clans Zenin et Kamo, qui eux aussi descendent d'esprits vengeurs? Laissez-moi vous conter les figures d'où descendent les trois grandes familles d'exorcistes dans cette nouvelle vidéo. Avant tout, il faut poser le contexte. En règle générale, le Japon se distingue avec son folklore riche en monstres, esprits et démons. Ces mythes et superstitions font partie de son identité. Ces êtres surnaturels sont appelés yokai. Certaines de ces créatures avaient des origines chinoises qui furent ensuite comptées jusqu'au pays du soleil levant. Et d'autres pourraient être des êtres bien vivants comme vous et moi qui ont fait face à des événements les ayant changés en ces créatures à jamais. Pour notre vidéo, on va s'intéresser à une catégorie spécifique du surnaturel dans le folklore japonais. On va parler des onryo. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un onryo? Il y a deux types de personnes calées sur ce sujet. Les personnes cultivées à propos du folklore oriental, ou bien ceux ayant joué à Ghost of Yotei. Pour ma part, je fais partie de la deuxième team. Les onryo sont les esprits vengeurs de personnes étant jugées comme normales de leur vivant, mais qui après leur mort sont devenus vengeurs car ils auraient été maltraités, ou bien auraient reçu de grandes injustices de leur vivant. Et ça tombe bien, car il y en a un en particulier qui nous intéresse. Michizane était et reste encore aujourd'hui l'un des lettrés les plus réputés de l'histoire du Japon. Michizane est né au sein du clan Sugawara, une famille noble réputée pour ses érudits et ses spécialistes de classiques chinois. Cependant, malgré leur prestige intellectuelle, les Sugawara occupaient rarement les hautes fonctions de l'État. À cette époque, le pouvoir était largement monopolisé par le puissant clan Fujiwara. Cela montrait déjà les prémices d'une certaine rivalité entre les deux clans. Grâce à leur contrôle de la cour impériale, ils plaçaient leurs alliés aux postes les plus importants et dominaient la politique japonaise. Mais tout change en 888. Les Fujiwara traversent alors une période assez difficile. Après avoir forcé l'abdication de l'empereur Yosei, ils installent sur leur trône l'empereur Koka, puis son fils, l'empereur Uda. Contrairement à ses prédécesseurs, Uda n'est pas redevable aux Fujiwara. Ils cherchent donc à réduire leur influence en s'entourant d'hommes compétents et indépendants. Parmi eux se trouve Michizane. Grâce à son talent exceptionnel, Michizane gravit rapidement les échelons. En 890, il reçoit même une mission prestigieuse, devenir l'ambassadeur auprès de la Chine des Tang. Mais il prend alors une décision qui va marquer l'histoire du Japon. Il recommande de mettre fin aux missions diplomatiques officielles vers la Chine. Cette décision contribue à éloigner progressivement le Japon du modèle chinois et favorise le développement d'une culture japonaise plus autonome. Cependant, sa réussite attire également des ennemis. En 899, l'empereur Uda abdique. Michizane perd alors ainsi son principal soutien politique. Les Fujiwara reviennent rapidement au premier plan et reprennent le contrôle de la cour. La situation se détériore lorsqu'on se pose la question sur la succession impériale. Les Fujiwara soutiennent un prince lié à leur clan, tandis que Michizane défend un autre candidat. Cette opposition lui coûte cher. Accusé de complot, il est brutalement écarté du pouvoir et envoyé à Kyushu dans le sud du Japon. Pour un aristocrate de l'époque, c'est presque une condamnation. En fait, c'est une condamnation. En dehors de Kyoto, le centre politique et culturel du pays, le reste du Japon est considéré comme périphérique et peu civilisé. Selon la tradition, Michizane meurt en exil le 26 mars 903. Pourtant, les historiens soulignent qu'aucune preuve définitive ne permet de confirmer avec certitude les circonstances exactes de sa mort. Mais c'est ici que commence sa légende. Après sa mort, de nombreux phénomènes inexpliqués sur le moment ont été rapportés. Sécheresse, épidémies suivies d'inondations frappèrent la région de Kyoto, tandis que plusieurs fils de l'empereur Daigo moururent en un temps très bref. La salle d'audience du palais, le Shichidan, brûla après avoir été touché par la foudre à plusieurs reprises. Toutes ces calamités frappaient au bon moment, au bon endroit et là où ça faisait mal. C'était comme si Michizane, de là où il était omniscient, comme s'il observait cela de façon précise, voire même divine. On avait même l'impression qu'il voyait tout ça d'un œil différent. Tiens, ça ne vous fait pas penser à quelque chose de propre à certains de ses descendants? Dans l'univers hautement superstitieux de la cour Heian, cela ne pouvait signifier qu'une chose. Le ministre défunt était devenu un esprit vengeur qu'il fallait apaiser. Deux temples Kitano Tenmongu furent construits au nord de Kyoto et à Daiseifu pour apaiser l'esprit. Il fut ensuite progressivement divinisé sous le nom de Tenjin. Le nouveau dieu était un dieu céleste, maître des cieux et de la foudre, mais aussi capable de déchaîner les épidémies. Tenjin est cependant aujourd'hui plus une divinité shinto des lettrés que les étudiants peuvent vénérer dans l'espoir de réussir leurs études ou leur examen. Les onryo étant situés entre la limite du vivant et du défunt, on peut imaginer que c'est dans cette forme que Sugawara a procréé et donné naissance à la branche des Gojo. Pour celle des Okutsu, le clan Fujiwara qui a trahi Michizane était en très mauvais termes avec le clan Sugawara. La théorie voudrait que l'un des membres de la branche Sugawara ait procréé avec un autre membre de la branche des Fujiwara. Seulement, cela a dû se passer en secret ou bien avec beaucoup de tabous. Voilà qui expliquerait comment Yuta et Gojo, qui descendent tous les deux de Sugawara Michizane, tiennent leur bénédiction dans l'exorcisme. Taira no Masakado, la légende du guerrier mythique. En 940, la génération suivant celle de Michizane vit très légèrement les prémices des samouraïs. Et encore, ils n'étaient que des guerriers chargés de contrôler les régions colonisées du Kanto et du nord du Japon. Parmi ces groupes de guerriers se trouvaient les Taira,
qui descendait de l'empereur Kanmu, mais était tombé dans la petite noblesse et s'est installé comme petit fonctionnaire dans les provinces de l'Est. À l'époque de Masakado, les Taira s'étaient déjà divisés en plusieurs branches. Ses membres étaient des propriétaires terriens qui réunissaient autour d'eux leurs clients armés au sein d'un Bushidan. Les Bushidan sont un groupe de guerriers. Taira no Masakado, donc un descendant de la 5e génération de Kanmu, s'était implanté dans les provinces d'Itachi. Et il semblait s'être très mal entendu avec ses cousins et oncles. Décidément, les problèmes de famille dans cette lignée, tout commence par un conflit familial. Les raisons exactes restent floues, mais Masakado entre en opposition avec plusieurs de ses oncles. Ce qui aurait pu rester une simple querelle d'héritage se transforme rapidement en une véritable guerre privée. Les tensions dégénèrent en une série de vendettas sanglantes. Pour compliquer la situation, les adversaires de Masakado semblent avoir obtenu le soutien de certains nobles influents de la cour de Kyoto. À chaque fois que Masakado tente d'obtenir justice par des procès ou des protestations officielles, ses démarches sont bloquées. Peu à peu, il perd confiance dans les institutions. Convaincu qu'il n'obtiendra jamais réparation, il choisit alors la voie des armes. En 935, la guerre éclate. Pendant plusieurs années, les combats prennent la forme de raids, d'embuscades et d'attaques éclairs. Les affrontements sont brutaux. Masakado parvient à éliminer 2 de ses principaux ennemis, ses oncles Kunika et Yoshikane. Mais la guerre ne s'arrête pas pour autant. Leurs fils et leurs alliés poursuivent le combat, entraînant toute la région dans une spirale de violence. Face à cette situation incontrôlable, le gouverneur local intervient et désigne Masakado comme principal responsable des troubles. Mais au lieu de se soumettre, celui-ci franchit une nouvelle étape. En 939, il attaque directement le siège du gouvernement et rassemble une armée sous ses commandements. La révolte prend alors une ampleur sans précédent. En seulement quelques semaines, Masakado s'empare de plusieurs provinces dans les régions de Kozuke et Shimotsuke. À Kyoto, c'est la panique. Les chroniques de l'époque affirment que Masakado se serait proclamé Shino, c'est-à-dire un nouvel empereur. Selon ces récits, il aurait nommé ses propres fonctionnaires, créé sa propre administration et même établi une nouvelle capitale. Pour les autorités impériales, cela reviendrait à déclarer l'indépendance du Kanto. Cependant, les historiens modernes restent prudents. Aucune preuve formelle ne confirme qu'il ait réellement voulu fonder un État indépendant. Il est possible que certaines de ces histoires aient été amplifiées par les rumeurs ou la propagande de Kyoto. Mais qu'elles soient vraies ou non, elles suffisent à provoquer une réaction immédiate de la cour impériale. D'autant plus qu'au même moment, une autre révolte menace les routes maritimes qui approvisionnent la capitale. Comme si cela ne suffisait pas, plusieurs séismes frappent le pays, événements souvent interprétés à l'époque comme des signes de la colère des dieux. Pour la cour, il faut agir vite. En 940, le célèbre guerrier Fujiwara no Hidesato reçoit l'ordre d'écraser la rébellion. Il rassemble alors de nombreux combattants issus des clans Taira et Minamoto, eux-mêmes hostiles à Masakado. Face à cette coalition, les rebelles se retrouvent largement en infériorité numérique. La campagne est rapide. Masakado est vaincu puis tué au combat. Sa tête est coupée et envoyée à Kyoto, où elle est exposée publiquement afin de démontrer la victoire de la cour impériale. Pourtant, même après sa mort, la légende de Masakado continue de grandir. Au fil des siècles, il devient une figure presque mythique, associée à des récits de fantômes, de malédictions et de vengeances surnaturelles. Encore aujourd'hui, son nom reste l'un des plus célèbres de l'histoire japonaise. La population d'Edo, volontiers portée au merveilleux et au ragot, ne manque jamais de rapporter les apparitions de la tête volante de Masakado, terrorisant la ville. À la même époque, se développèrent aussi une légende autour de Takiyasha Hime, une fille de Masakado devenue sorcière pour venger son père. Elle invoquait les démons et les squelettes des guerriers de son père, mais fut finalement vaincue par un courageux guerrier. Attendez, stop. On récapitule. Sa fille pouvait invoquer les défunts combattants de son père tombés au combat. Invoquer des esprits depuis le monde des morts serait comparable à... Vous savez quoi? Exactement, cela serait comparable à la technique des 10 ombres. L'ombre ferait écho aux abysses ainsi qu'au royaume des morts. En partant aussi du principe qu'on est en plein âge d'or de l'exorcisme, cela serait logique. On serait là aux prémices des premiers clans. Le clan Zenith serait des descendants de Masakado, mais la technique des 10 ombres, elle, descendrait de sa fille. De plus, Masakado avait un don pour se créer des compagnons ainsi qu'une armée prête à se battre pour lui jusqu'à la mort. Et qui sait, peut-être que le plus puissant des familiers serait l'esprit d'un vénérable guerrier mort pour Masakado, qui accepterait seulement d'obéir à ses descendants, montrant une puissance comparable à celle de son souverain d'auparavant. En tout cas, il y a beaucoup de problèmes de famille dans cette lignée, c'est incroyable, c'est une dinguerie. Sutoku, l'empereur du Japon. On est le 5 janvier 1143, l'empereur Sutoku abdique son trône. Ce qui devait être le début de son accession politique va finalement l'entraîner dans une lutte acharnée contre son propre père jusqu'à finir en exil. Pour comprendre cette histoire, il faut revenir à la fin de l'ère Heian. À cette période, le Japon est gouverné selon un système particulier, celui des empereurs retirés. Le rôle de l'empereur étant fortement limité par les cérémonies et les obligations religieuses, certains souverains choisissent d'abdiquer pour continuer à gouverner depuis longtemps. C'est notamment le cas de Toba. Après son abdication, il conserve une immense influence sur les affaires du pays. Il contrôle toujours les ressources de la famille impériale. En 1123, Toba place son fils Sutoku sur le trône alors que celui-ci n'avait que 3 ans. Près de 20 ans plus tard, en 1142,
Sutoku abdique à son tour. Âgé de 22 ans, il pense pouvoir enfin exercer le véritable pouvoir, surtout après l'entrée de son père dans les ordres religieux. Mais Toba refuse de lui céder sa place. Pour lui, il y a déjà un chef de famille de trop. Au début, la cohabitation reste relativement calme, mais les rivalités entre les factions de la cour alimentent progressivement le conflit. À cela s'ajoute une profonde antipathie de Toba envers son fils. La situation explose en 1155 lorsque l'empereur régnant Konoe, frère de Sutoku, meurt soudainement. La question de succession divise immédiatement la famille impériale. Toba souhaite lui placer sur le trône un autre de ses fils, les futurs Go Shinrakawa. Sutoku, quant à lui, estime que la couronne devrait revenir à l'un de ses propres fils. Le conflit devient alors personnel et politique. Les accusations fusent et Toba veut jusqu'à accuser publiquement Sutoku d'avoir provoqué la mort de Konoe grâce à des sortilèges et des pratiques démoniaques. En 1156, les partisans de Sutoku décident de passer à l'action et tentent de s'emparer du pouvoir en attaquant le palais de Toba. Mais leur projet est découvert avant même de pouvoir aboutir. Cela déclenche la célèbre révolte des Hogen. Les clans guerriers Taira et Minamoto se retrouvent divisés entre les deux camps et les combats ravagent Kyoto. Des bâtiments sont incendiés, des nobles exécutés et les violences atteignent un niveau rarement vu depuis des siècles. Finalement, les forces de Sutoku sont écrasées. L'empereur est capturé. Cependant, l'exécuter serait un acte sans précédent. Au lieu d'être mis à mort, il est envoyé en exil dans la province de Sanuki, sur l'île de Shikoku. Loin de la capitale et privé de tout soutien, Sutoku consacre alors ses journées à l'étude du bouddhisme et à la copie de textes sacrés. Il tente même de faire parvenir certaines de ses œuvres religieuses à la cour impériale. Mais selon la tradition, celles-ci sont rejetées par Go Shinrakawa qui craint qu'elles ne soient porteuses de malédiction. Tiens, cette humiliation affecte profondément Sutoku. Ses conditions de vie restent difficiles, sa santé se dégrade peu à peu et il finit par mourir en exil en 1164. Son enterrement se déroule dans l'indifférence. Il est enterré près de son lieu d'exil sans les honneurs dus à son rang. Les offrandes destinées à son esprit sont négligées et sa tombe rapidement dans l'oubli. Mais pour beaucoup, l'histoire de Sutoku ne faisait alors que commencer. Sous sa forme d'esprit vengeur, Sutoku serait représenté avec des cheveux longs et ébouriffés, un visage rouge et monstrueux, des yeux flamboyants et une aura terrifiante. On peut ici y voir les prémices du clan Kamo, car c'est un esprit vengeur qui est alimenté par la haine, ce qui peut faire référence aux techniques basées sur l'énergie occulte et le sang. Rappelez-vous, l'énergie occulte est condensée et transformée grâce aux ondes négatives des personnes vivantes. De plus, le statut de Sutoku avait une influence politique sur l'état impérial. Et on sait que dans le monde de l'exorcisme, dans Jujutsu Kaisen plus précisément, le clan le plus proche du pouvoir central est le clan Kamo. On est arrivé à la fin de la vidéo. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si vous m'entendez là, c'est que vous l'avez regardé jusqu'à la fin, du coup, ça va de soi. J'attends avec impatience vos commentaires. J'ai envie de savoir concrètement ce que vous en pensez ou s'il y a des détails à peaufiner ou quoi. De mon côté, je m'en vais trouver d'autres sujets de vidéo. C'était Weevy, salut!